Aujourd'hui, c'est Cécile Montu qui vient de l'Institut de physique théorique de Saclay et qui est une spécialiste de ces questions de renormalisation dans des systèmes désordonnés. Et en particulier, elle a écrit une, peut-être deux revues sur la renormalisation dans le cadre de forts désordres. Et souvent, c'est une approche assez originale et qui est, je trouve, très très jolie. Donc en fait, je me réjouis qu'elle ait accepté de parler aujourd'hui ici. Donc pour cette revue sur les renormalisations de forts désordres, il y aura 3 parties. Donc dans la première partie, on partira des exemples historiques pour dégager les principes généraux. Dans une deuxième partie, on discutera plus en détail l'application aux marches aléatoires en milieu aléatoire, parce que je pense que c'est le cas le plus pédagogique pour apprendre ces méthodes quand on ne connaît pas du tout. Et dans une dernière partie, on parlera de développement plus récent. Donc en introduction, je voudrais insister sur l'idée que vous a déjà expliqué Bernard, c'est que dans un système, vous avez un modèle microscopique dans lequel vous avez un certain désordre fini, mais il peut très bien arriver qu'à grande échelle, ce désordre induise des comportements complètement différents de ce que vous connaissez dans le cas pur. Donc un des exemples les plus célèbres où le désordre a un effet spectaculaire, c'est le phénomène de localisation d'Anderson, donc qui fascine les physiciens depuis plus de 60 ans maintenant. Donc là, vous savez, quand vous avez un Hamiltonien invariant par translation, automatiquement, tous les états propres vont être délocalisés sur tout l'échantillon. Alors en présence de désordre, même infinitésimal en dimension 1 et 2, vous allez trouver que tous les états propres sont localisés exponentiellement. En revanche, au-dessus de la dimension 2, là, il va y avoir à la fois des états localisés, des états délocalisés et une transition de phase entre eux. Alors, vous savez sans doute que plus récemment, depuis une vingtaine d'années, il y a eu énormément de travaux pour étudier l'hypothèse ergodique pour les systèmes quantiques macroscopiques isolés, c'est-à-dire qui évoluent avec leur opérateur unitaire d'évolution, U égale exponentielle moins IHT. Et donc, les gens se demandent si on s'intéresse à une observable locale, est-ce qu'on va pouvoir remplacer les moyennes temporelles sur cette dynamique par une moyenne d'ensemble avec une mesure de Gibbs appropriée. Donc dans le cas le plus simple, cette mesure de Gibbs sera juste l'ensemble canonique où la seule information qui reste, c'est l'énergie de votre fonction d'onde initiale. Donc la conclusion principale de tous ces travaux, c'est que dans le cas sans désordre et pour les Hamiltoniens génériques au sens non intégrable, on observe qu'il y a bien une convergence vers cet équilibre thermique, mais que ça demande en fait une propriété assez forte pour tous les états propres de votre Hamiltonien. Donc, elle est connue en anglais sous le nom de ETH, Eigenstate Thermalization Hypothesis. Donc ça, c'est une idée qui a elle-même une longue histoire, qui vient du domaine du quasi-quantique et des matrices aléatoires. Alors pour les systèmes intégrables, vous savez que là, il y a beaucoup plus de constantes du mouvement. Donc là aussi, il y a eu beaucoup d'activités pour définir des ensembles de Gibbs généralisés. Nous, on va s'intéresser au cas avec des ordres. Donc là, c'est tout un domaine qui s'appelle en anglais Many Body Localization, pour le distinguer de la localisation d'Anderson qui concerne une seule particule. Donc là, c'est un domaine très actif où il y a non seulement beaucoup de papiers, mais aussi beaucoup de revues. Donc là, j'en ai mis que 3. Donc en particulier, la dernière très récente, a été écrite par Fabien Allais et Nicolas Laflorency de Toulouse et que vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter, donner des séminaires sur ces sujets. Donc la conclusion principale, c'est qu'en présence de désordre, la phase ergodique peut encore exister, donc là où les états propres satisfont l'hypothèse ETH, mais qu'il existe aussi des phases localisées où les états propres ne satisfont pas du tout cette hypothèse ETH. Et du point de vue de la dynamique, on trouve qu'en fait, le système garde une mémoire locale de son état initial. Et donc, on reviendra sur ce point dans la dernière partie de l'exposé. Alors, avant qu'il y ait toutes ces études récentes sur la dynamique, il faut intervenir tout le spectre, donc tous les états. En matière condensée, les gens ont beaucoup étudié avant les propriétés des états fondamentaux pour déterminer quels étaient les ordres possibles, quelles étaient les transitions de phase possibles. Donc, dans ce domaine, le modèle le plus simple, c'est la chaîne d'Ising en champ transverse.
donc dans lequel la fonction d'onde du fondamental va avoir une transition entre une phase ferromagnétique et une phase paramagnétique. Dans le modèle pur sans désordre, vous pouvez le voir comme la limite hamiltonienne en fait, du modèle d'Ising classique en 2 dimensions. Donc vous pouvez traduire en fait, tout ce que vous connaissez sur les exposants critiques. Donc par exemple, l'exposant de la longueur de corrélation sera nu égale 1. Alors dans le langage quantique, on aime bien voir le point critique comme le point où le gap, c'est-à-dire la différence entre l'énergie de l'état excité et le fondamental s'annule. Donc quand on est exactement au point critique, les gens aiment bien introduire l'exposant dynamique Z, qui va dire comment ce gap s'annule avec la taille finie, donc en L puissance moins Z. Donc maintenant, si on s'intéresse au cas avec des ordres, donc comme vous l'a dit Bernard, le phénomène le plus simple de ce qu'on peut attendre, c'est que les relations d'échelle restent les mêmes et les exposants critiques prennent des valeurs différentes. Mais ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on obtient des relations d'échelle complètement différentes. C'est-à-dire que l'exposant dynamique qui valait 1, z égale 1, en fait, en présence de désordre, il devient infini, c'est-à-dire qu'on change complètement en fait, de loi d'échelle. C'est-à-dire le gap ne va pas s'annuler comme une puissance de la taille, mais il va s'annuler en exponentielle moins L puissance phi, donc avec un certain exposant psi de barrière. Et si on regarde les corrélations, en fait, il apparaît 2 exposants de corrélation parce qu'on obtient des comportements complètement différents pour les corrélations typiques et les corrélations moyennes. Donc on voit qu'on va avoir des fluctuations très grandes des variables physiques. Donc après ces 2 exemples quantiques, je voudrais donner maintenant un exemple classique. Donc si on s'intéresse par exemple aux marches aléatoires, donc comme vous l'a dit Bernard, dans le cas sans désordre, le déplacement typique est en racine du temps. Alors en présence de désordre, donc c'est tout un monde, vous pouvez définir toutes sortes de modèles de marche aléatoire en milieu aléatoire, il y a énormément de comportements de diffusion anormale possibles, mais parmi tous ces modèles, un des plus simples, qui est le modèle de Sinai, il donne lieu à une diffusion très lente qui devient logarithmique, donc on n'a plus une relation de loi de puissance entre l'espace et le temps, mais il apparaît des logarithmes. Alors dans le cas, si maintenant on s'intéresse à des modèles de spin macroscopique classique, donc il y a 15 jours, dans le cours, Bernard Derrida vous a expliqué en détail comment on étudiait la croissance de domaines, qu'on pouvait décrire avec un exposant Z qui décrit la taille typique des domaines en fonction du temps. Donc en présence de désordre, il peut se passer la même chose que ce qu'on a vu pour la diffusion de Sinai, c'est-à-dire que là, il se met à avoir, au lieu d'avoir une relation de loi de puissance entre les tailles et le temps, il se met à y avoir des logarithmes. Donc en anglais, c'est ce qui s'appelle la droplet scaling theory. Donc l'idée, c'est que vous avez, sur une certaine taille L, vous avez des barrières qui, elles, croissent en loi de puissance avec la taille. Et donc vous avez un scaling, une dynamique activée. Et donc c'est ça qui vous produit des logarithmes en temps. Donc le fait que cette dynamique est si lente, ça veut dire aussi que le système il revient indéfiniment sur les mêmes configurations parce qu'il est piégé dans des vallées à différentes échelles. Donc cet effet, il avait été mesuré aussi dans les simulations Monte-Carlo par Werner Kraut et Olivier Pichery, qui avaient mesuré précisément le nombre de configurations différentes visitées et qui avaient trouvé que ça restait très petit par rapport au nombre de transitions acceptées. Donc pour tous ces modèles où on voit que le désordre induit des lois d'échelle complètement différentes, on voudrait utiliser la renormalisation pour les étudier. Donc avant de rentrer dans des renormalisations spécifiques qui vont nous intéresser, je voudrais insister sur le fait qu'en présence de désordre, en fait, vous avez forcément à étudier un flot de renormalisation pour une loi de probabilité. Parce qu'au départ, vous avez une certaine distribution de désordre et quelle que soit la procédure de renormalisation, en fait, vous allez avoir une nouvelle distribution de votre désordre normalisé. Alors que vous avez vu dans le cours de Bernard que sans désordre, en général, on arrive à avoir juste quelques paramètres, 1, 2, 3. Donc ça change beaucoup parce qu'ici, on a besoin de renormaliser une fonction. Alors il y a un cas que vous connaissez tous très bien,
qui est le cas de somme de variables aléatoires indépendantes, où là, justement, vous savez tout ce qui se passe, vous connaissez les exposants, vous connaissez les lois stables, la gaussienne, les lois de Lévy, vous connaissez les bassins d'attraction. Donc, dans le cas des ordonnées, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir faire la même chose. Donc, dans le cours, Bernard vous a parlé aussi des renormalisations de Migdal-Kadanoff. Donc là, ça a été beaucoup étudié aussi dans le cas des systèmes de spin désordonnés, en particulier dans les verres de spin. Donc là, on voit exactement ce scénario, c'est-à-dire si on regarde la distribution de probabilité de certains couplages à une certaine échelle L, il va y avoir d'une part un exposant θ qui décrit la relation comment croissent ces couplages avec l'échelle, et ensuite vous avez un point fixe P étoile qui va vous dire quelle est la loi limite du couplage renormalisé. Alors une nouveauté qui a beaucoup intéressé les gens aussi, c'est qu'en fait ce flot de renormalisation pour cette distribution, si vous le voyez en tant que système dynamique, très souvent il va se mettre à avoir des propriétés chaotiques, c'est-à-dire que si vous changez un petit peu le désordre initial ou la température, en fait vous allez trouver une solution complètement différente, parce que vous avez une divergence exponentielle des trajectoires du flot de renormalisation. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, et en particulier, c'était le sujet de thèse de Muriel Nifl avec 1 kHz à Orsay. Donc maintenant, on va s'intéresser à des méthodes spécifiques de renormalisation, donc qui s'appellent, que j'ai appelées aujourd'hui les renormalisations de fort désordre, qui s'appellent parfois les renormalisations de Mae-Dasgupta, qui s'appellent aussi les renormalisations de Fisher, donc on verra tout à l'heure pourquoi. Donc ces méthodes commencent il y a 40 ans avec un travail de Mae-Dasgupta sur la chaîne quantique antiferromagnétique avec des couplages aléatoires. Donc leur signe est fixé, mais il varie en amplitude. Et donc ils ont proposé, pour construire l'état fondamental, de choisir, d'identifier quel est le couplage maximum dans la chaîne, de projeter, donc les deux spins qui sont couplés par ce couplage le plus fort, de projeter sur leur état fondamental, donc qui là est un singulé, de traiter en perturbation les deux couplages avec les deux voisins sur la chaîne. Donc ça engendre un nouveau couplage entre ces deux voisins, et on peut itérer cette procédure. Donc vous voyez qu'une différence très grande par rapport aux renormalisations de blocs de spin ou de Migdal-Kadanoff que vous avez vu avec Bernard, c'est qu'ici, on fait une renormalisation sur l'énergie et pas du tout sur des blocs de taille fixée. Et ainsi, on essaye de s'adapter au désordre particulier de l'échantillon qu'on regarde. Alors cette procédure, elle a le bon goût de donner un flot de renormalisation qui est fermé, c'est-à-dire si vous pouvez écrire pour la distribution de probabilité des couplages J qui restent à une échelle oméga de renormalisation, donc qui est le couplage maximum. Voilà, vous pouvez, donc je vous ai écrit là le genre de renormalisation qu'on peut écrire, donc qui est fermé et qui est soluble. Alors si maintenant on s'intéresse à la signification physique de ce qu'on est en train de faire, on voit qu'en fait tout ça, ça n'aura un sens que si les fluctuations de désordre dominent par rapport aux fluctuations quantiques. Parce que si vous regardez la chaîne antiferromagnétique pure, vous voyez que l'état fondamental, ça va être une combinaison linéaire compliquée de plein d'appariements possibles avec certains poids. Alors que là, dans la procédure de Mae-Dasgupta, vous voyez que pour la chaîne désordonnée, vous dites que pour une réalisation du désordre fixé, vous allez avoir la procédure vous décrit un seul appariement. Alors une deuxième idée importante, c'est que si vous arrêtez, si vous voulez par exemple décrire ce qui se passe à température T, vous allez dire j'arrête la renormalisation à une certaine échelle, oméga égale T, vous allez avoir une séparation complète entre d'une part des degrés de liberté qui sont complètement gelés, donc qui sont les spins que vous avez déjà appariés, et d'autre part les spins complètement libres, qui sont ceux que vous n'avez pas appariés encore. Donc ça, on le retrouvera, donc cette dichotomie, on la retrouvera dans toutes les procédures. Et donc une chose importante, c'est que chaque fois qu'on peut appliquer cette méthode, en fait, on a une description très complète du système désordonné, parce que vous voyez que chaque échantillon a droit à sa renormalisation sur mesure.
Donc là, par exemple, on construit l'état fondamental pour chaque échantillon désordonné. Donc a priori, vous pouvez vous intéresser à toutes les observables que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez regarder la distribution de probabilité de cet observable sur les échantillons désordonnés. Donc toutes ces idées étaient très intéressantes, mais bon, elles sont restées quand même à l'état dormant pendant plus d'une dizaine d'années, jusqu'à ce que Daniel Fisher les reformule de manière plus générale et explique clairement leur domaine de validité. Donc pour ça, il a introduit la notion de point fixe de désordre infini. Donc l'idée, c'est que vous avez vu qu'on calcule. Donc l'idée, c'est qu'au départ, quand vous faites la perturbation, vos couplages que vous traitez en perturbation, ça ne peut pas être exact, d'accord? Mais l'idée, c'est que si dans le flot, votre largeur du désordre augmente indéfiniment avec l'échelle, cette approximation, en fait, elle va être de mieux en mieux, et même elle va devenir exacte asymptotiquement, parce que des couplages typiques de la renormalisation qui sont au milieu de votre distribution, ils vont être très petits par rapport au maximum de la distribution. Donc, d'une part, il a donné un statut théorique bien défini à ces procédures, et d'autre part, il a montré sur le cas de la chaîne d'Ising en champ transverse, qu'on a déjà vu tout à l'heure, comment on pouvait obtenir plein de résultats nouveaux qui n'avaient pas été obtenus par les méthodes plus standards de matrice de transfert, par McCoy et Wu, qui ont fait toute une série de travaux sur ce modèle. Et donc, en particulier, il a pu calculer un exposant critique irrationnel pour l'aimantation, donc bêta, qui est donné ici, 3 moins racine de 5 sur 2. Et d'autre part, il a pu calculer la distribution des corrélations et montrer qu'elles avaient un comportement tout à fait inhabituel, en particulier donc la corrélation C sur une distance R, elle se comporte en fait en exponentielle moins W racine de R au point critique, et c'est W qui est une variable aléatoire qui reste distribuée d'ordre 1. Donc vous voyez que donc cette variable, sa moyenne va être finie, donc la corrélation typique, elle va effectivement décroître en exponentielle moins racine de R au point critique, ce qui est tout à fait inhabituel. Et en revanche, si vous calculez la corrélation moyenne, là vous allez retrouver un comportement plus usuel en loi de puissance, 1 sur R puissance bêta, mais vous voyez que c'est entièrement dominé par des événements rares, c'est-à-dire les événements qui ont W proche de 0. Donc si on essaye de faire une première classification, on va dire que si on regarde comment évolue la largeur du désordre avec l'échelle, donc il y a un premier cas qui est quand la largeur tend vers 0. Donc là, c'est le cas que vous a expliqué Bernard, où finalement le désordre est non pertinent à grande échelle et on va rester vers le point fixe pur. Donc à l'opposé, les points fixes de désordre infini, c'est quand ce désordre croît indéfiniment avec l'échelle, en L puissance psi. Donc là, vous allez avoir typiquement justement des exposants dynamiques infinis, des distributions larges des observables et des comportements très non conventionnels par rapport à ce qu'on connaît pour les systèmes purs. Et enfin, vous avez le cas où ce désordre va se stabiliser vers une valeur finie. Alors si on en reste là, ça peut être un peu trompeur parce qu'en fait cette zone où c'est fini, dans beaucoup de modèles qu'on connaît, elle se décompose en deux parties. Il y a une partie en fait où le Z qui va être, dans les modèles qu'on va regarder, dans lequel le Z est entre 1 et l'infini, qui s'appelle les points fixes de fort désordre. Donc dans les modèles quantiques, ça va correspondre à des phases de Griffith qui sont autour du point critique. Pour les modèles de marche aléatoire en milieu aléatoire, ça va être des phases de diffusion anormale autour du cas de Sinai. Donc dans toutes ces phases-là, en fait, vous pouvez continuer à appliquer cette renormalisation de fort désordre et qui va vous donner des comportements dominants. Donc on verra un exemple tout à l'heure qui sera plus clair. Alors pour le moment, j'ai parlé que des modèles en dimension 1, mais évidemment, on peut définir ces règles de renormalisation en dimension plus grande que 1. Et donc là, par exemple, pour le modèle d'Ising en champ transverse qui a été très étudié, donc là, je vous ai mis les résultats les plus précis qui existent, donc qui ont été obtenus dans la thèse de Ivan Kovacs avec Ferenc Igloy à Budapest.
donc, qui ont développé des algorithmes astucieux pour mesurer ces exposants précisément jusqu'à la dimension 4. Donc maintenant, maintenant, on peut se demander quel est le contenu probabiliste en fait, de cette renormalisation de Daniel Fisher. Donc une façon de la représenter, c'est de dire qu'on a des liens qui montent et qui descendent avec une certaine hauteur qu'on va appeler la barrière F et une certaine longueur, on va appeler la longueur L. Et les règles de renormalisation, ça revient à dire que de manière itérative, à chaque moment, on va choisir la barrière la plus petite et on va décider de l'enlever et de construire un nouveau lien, comme vous voyez là. Donc la hauteur, ça va être la hauteur des deux voisins moins celle qu'on vient d'enlever, et les longueurs vont s'additionner. Donc vous voyez que quand on fait ça, en fait, on est en train d'étudier des extrémas du mouvement brownien unidimensionnel. Et donc, vous allez me dire, le mouvement brownien unidimensionnel, il a été étudié sous toutes les coutures depuis plus d'un siècle. Donc là, l'originalité, disons, de cette renormalisation, c'est qu'il y a une échelle de renormalisation gamma. Et donc, on regarde voilà, les extrémas une fois qu'on a itérativement enlevé toutes les barrières plus petites que gamma. Donc là, le point fixe que l'on obtient, donc il faut introduire, comme je vous l'ai dit au début, des variables d'échelle. Donc pour les barrières qui sont plus grandes que gamma, ça va être eta égale f moins gamma sur gamma. Pour les longueurs, là, ça va être lambda égale L sur gamma 2, qui est ce que vous attendez du scaling brownien. Et comme ça, vous pouvez calculer maintenant le point fixe P étoile de ces variables rescalées, donc qui est écrit ici en Laplace. Donc par exemple, si vous regardez juste le point fixe des barrières, vous obtenez juste une loi exponentielle. Et vous pouvez aussi regarder la loi des longueurs uniquement. Donc c'est pour vous donner voilà, une idée des points fixes que l'on obtient. Alors maintenant, je voudrais expliquer comment apparaissent des exposants critiques non triviaux. Donc pour ça, il faut introduire, dans ces renormalisations, il y a toujours une variable principale, donc qui ici était la barrière, donc qui définit donc c'est elle dont l'extrémum définit le flot de renormalisation. Et ensuite, vous pouvez introduire un certain nombre de variables auxiliaires qui vont décrire des observables physiques. Donc on a vu un exemple avec la longueur, mais elle avait un exposant simple parce qu'en fait, elle reflète simplement les propriétés du paysage brownien. En revanche, vous pouvez définir d'autres variables auxiliaires, donc qui vont être, donc là que j'ai appelé M, qui vont être une combinaison linéaire des trois variables sur vos trois liens. Et c'est là qu'il peut apparaître des exposants non triviaux. Donc on a vu tout à l'heure pour le cas de l'aimantation. Là, la règle, c'est simplement l'aimantation M, c'est M1 plus M3. On ne compte pas le lien du milieu. Et ça suffit à faire apparaître des exposants irrationnels. Donc après, on peut généraliser et être intéressé d'autres variables auxiliaires. Donc vous voyez, donc là on a étudié les extrémas du mouvement brownien, mais donc on peut généraliser ça en étudiant les renormalisations de différents potentiels aléatoires en une dimension. Donc pour le cas du potentiel brownien avec biais, ça fait partie de la solution de Daniel Fisher qui décrit ce qui se passe autour du point critique. Et plus récemment, cette idée a été poursuivie par Grégory Scher et Pierre Ledoussal, que vous avez écouté les 2 dernières semaines. Par ailleurs, un autre lien avec les lois d'extrême, c'est justement dans les phases de Griffith au point critique, les deux phases jouent le même rôle, mais quand vous êtes d'un côté, il va y avoir une phase majoritaire et une phase minoritaire. Et la phase minoritaire, là vous pouvez faire un lien entre les propriétés des fluctuations anormales, les grandes fluctuations de la phase minoritaire et les lois de Fréchet et étudier en détail toutes les conséquences sur les observables physiques. Donc vous voyez que de manière plus générale, même dans d'autres modèles plus compliqués, où il y a plus de variables ou des règles plus compliquées, en fait vous êtes toujours en train d'étudier des extrémas de quelque chose. Parce que ce qui définit, disons, ces méthodes, c'est qu'à chaque instant, on choisit la valeur extrême d'une variable aléatoire et on effectue une renormalisation locale dans l'espace autour de cette variable
pour les voisins. Donc maintenant, il est temps de faire le lien avec le cours de Bernard Derrida d'il y a 15 jours, où il vous a parlé des renormalisations basées sur les longueurs d'intervalle pour des modèles de croissance sans désordre, où là, le désordre était seulement dans la condition initiale. Donc tout ça a commencé dans la thèse de Yedo Yekuteli avec Claude Godrèche à Saclay, où ils ont étudié différents modèles, où on peut prendre différentes règles pour savoir comment on décime le plus petit intervalle et comment on répartit sa longueur. Donc il y a 15 jours, Bernard Derrida vous a décrit plus en détail la règle où on élimine la longueur minimale. Donc il vous a expliqué que c'était relié à une dynamique de Ginzburg-Landau à température nulle. Donc vous voyez qu'on fait, donc par rapport à ce qu'on vient de dire, on suit exactement la même idée. Donc la différence de la solution, vous avez écrit de Bernard il y a 15 jours, c'est qu'ici, dans la renormalisation de Fischer, la longueur, c'était une variable auxiliaire qui subissait la renormalisation définie par les barrières, alors qu'ici, ça devient la variable principale, c'est elle qui définit le flot de renormalisation. Et en revanche, là, on peut définir différentes variables auxiliaires pour calculer des exposants. Donc, en particulier, c'est ce qui a été fait pour calculer l'exposant de persistance ou l'exposant d'autocorrélation. Donc, vous voyez qu'on fait exactement les mêmes raisonnements. Alors, c'est intéressant de voir que ces modèles, en fait, sont revenus sur le devant de la scène très récemment dans le cadre de la localisation à n-corps, dont j'ai parlé au début dans l'introduction. Donc, ça a été réintroduit d'abord par David Hughes et collaborateurs. Donc, le modèle, exactement ce modèle-là. Et plus récemment, de nouvelles variantes ont été introduites, en particulier par Romain Vasseur, que certains d'entre vous connaissent, parce qu'il a fait sa thèse à Saclay il y a quelques années. Alors, donc depuis les travaux de Daniel Fischer, il y a eu énormément d'applications dans des domaines très variés. Donc, si on essaie de les classer un petit peu, on peut dire que dans les modèles désordonnés quantiques, les gens, on peut s'intéresser toujours au même modèle, mais étudier de nouvelles observables. En particulier, il y a eu beaucoup d'études sur l'entropie d'intrication, qui, comme vous savez, est devenue très importante en matière condensée récemment. Vous pouvez, tout à l'heure, j'ai mentionné qu'on pouvait étudier en différentes dimensions, mais on peut aussi s'intéresser à des interactions de longue portée, à des réseaux divers, donc toutes sortes de géométries. Ensuite, on peut étudier tous les modèles quantiques qu'on veut, en fait, d'accord, soit des modèles antiferromagnétiques de spin plus élevés, des modèles de Potts, des modèles de bosons pour la transition superfluide isolant, etc. Donc tout ça, c'était encore les propriétés de l'état fondamental. Ensuite, il y a différentes généralisations. Donc une première généralisation, ça consiste à regarder des modèles avec dissipation, où il y a un couplage à un band oscillateur, ou dans le cadre de l'équation de Lindblad. On peut aussi s'intéresser aux dynamiques de Floquet, où on regarde des Hamiltoniens périodiques en temps. Et puis, donc plus récemment, c'est ce dont on parlera dans la dernière partie, on peut s'intéresser à la dynamique dans les phases localisées. Alors, pour les modèles classiques, donc là, on va décrire plus particulièrement dans la suite le cas des marches aléatoires en milieu aléatoire. Mais il y a aussi beaucoup d'autres études qui concernent les processus de contact pour les épidémies, les processus d'exclusion, de réaction-diffusion. Il y a aussi des développements sur le problème de la synchronisation d'oscillateurs, des transitions de phase de polymères, etc. Donc vous pouvez trouver d'autres exemples dans la revue écrite en 2005 avec Ferenc Sigloy et le petit supplément qu'on a écrit récemment. Donc là, je voudrais décrire le cas des marches aléatoires en milieu aléatoire. Donc là, on va être en une dimension. Donc là, pour nous, ce qui va être important, c'est d'introduire deux échelles de longueur. Il va y avoir d'une part la distance typique parcourue pendant un temps t, donc ce qu'on introduit usuellement. Mais ici, on va s'intéresser aussi à la distance entre deux marcheurs qui sont dans le même échantillon désordonné. Donc on va appeler y de t.
Donc en général, ce qu'on appelle les propriétés de diffusion anormale, c'est tout ce qui concerne l'échelle typique du déplacement x de t. Donc on a vu avec des ordres, ça peut être une loi de puissance, ça peut être un logarithmique, etc. Alors pour nous, ce qui va être important, c'est la notion de localisation, parce que c'est ça qui va être crucial pour savoir si on peut appliquer les méthodes de renormalisation de fort désordre. Donc ici, c'est une notion évidemment qui est différente de la localisation quantique, hein, bien sûr. Donc ici, on va dire qu'il y a localisation si la distance entre deux marcheurs reste finie avec une probabilité non nulle à temps infini. Donc le cas le plus simple, c'est la localisation totale, c'est-à-dire si P égale 1. Donc ça va correspondre au point fixe de désordre infini. Et on verra ensuite le cas de localisation partielle, où la P est entre 0 et 1. Donc ça correspond au point fixe de fort désordre. Donc on va s'intéresser maintenant au modèle de Sinai. Donc on regarde une équation de Langevin dans un potentiel qui est brownien. Donc là, évidemment, c'est un modèle qui a été énormément étudié par plein de physiciens et plein de mathématiciens. Donc le comportement logarithmique de Sinai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le comprendre avec un argument simple sur les barrières, le scaling des barrières typiques et la dynamique activée. Et pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a un théorème de localisation de Golozov qui dit que justement, il y a localisation totale. Donc d'une certaine manière, on peut voir la renormalisation comme une façon de tirer toutes les conséquences de cette propriété de localisation totale. C'est-à-dire qu'on va décomposer la dynamique en deux parties. Donc la position x qui dépend à la fois du désordre U et du bruit blanc T, on va l'écrire comme une position M de U, donc qui ne dépend que du désordre en fonction du temps. Donc il va être, si vous voulez, le centre de localisation. Et ensuite, un certain écart Y, donc lui, il va dépendre du désordre et du bruit blanc. Donc pour toutes les propriétés de diffusion anormale, en fait, on a besoin d'étudier le M de U et de T, donc qui ne dépend que du désordre. Et donc là, vous pouvez le voir comme, voilà, physiquement, c'est le minimum de la meilleure vallée que vous avez pu atteindre au temps T. Et donc ça, vous pouvez l'étudier très en détail. Donc là, c'est des travaux en collaboration avec Daniel Fischer et Pierre Ledoussal. Alors par ailleurs, vous pouvez après vous intéresser aux propriétés de localisation. Donc là, on s'intéresse à la loi de l'écart Y. Donc là, en fait, vous allez avoir un équilibre de Boltzmann dans une vallée brownienne infinie. Donc là, vous pouvez aussi calculer tout ce que vous voulez. Alors une propriété importante, c'est quand même que ce Y, il est fini, mais en fait, il décroît seulement en 1 sur Y3,5 à cause parce que votre vallée brownienne, elle peut très bien revenir près de 0 de temps en temps. Et donc ça crée ça fait que la largeur thermique, c'est-à-dire si vous calculez le Y carré moyen, lui, il ne va pas être fini, mais il va diverger en log du temps puissance 3. Donc vous pouvez le comprendre parce que vous avez une probabilité 1 sur log de t d'être dans une autre vallée qui elle-même est à distance log de t carré. Donc là, je vous remonte le dessin de tout à l'heure où on avait vu la renormalisation du paysage. Et donc ici, on lui donne une interprétation dynamique. Donc là, on dit que si on met un marcheur quelque part, au temps t, il va se trouver dans le minimum de la vallée à laquelle il appartient. Donc maintenant, vous voyez qu'en général, quand on écrit des fronts de diffusion, on veut effectuer le rescaling, mais vous voyez qu'ici, quand on fait le rescaling, la variable y qui était finie, avec le rescaling, elle devient 0. Donc en fait, avec rescaling, on a une localisation très forte, d'accord ? Ça devient une fonction delta dans chaque échantillon. Et donc vous voyez que la moyenne sur les échantillons, donc, qui est donnée par la loi de Kesten, en fait, ça reflète uniquement justement la moyenne sur les échantillons, parce que dans chaque échantillon, en fait, en variable rescalée, vous êtes en une seule valeur. Alors vous pouvez étudier toutes sortes d'autres propriétés, en particulier des propriétés de vieillissement. Donc là,
Ça consiste à dire, donc par exemple, vous pouvez vous intéresser à quelle est la probabilité de ne pas avoir bougé entre un certain temps tw et t. Et vous voyez que bon, l'échelle de temps pour bouger, c'est justement le temps que vous avez, log du tw que vous avez attendu. Parce qu'à tw, vous êtes dans une vallée qui est déjà, comment dire, il va vous falloir autant de temps pour arriver à sortir de cette vallée. Donc vous pouvez étudier comment dire, les retours à l'origine très en détail. Donc ça, il se trouve que ça, c'est les propriétés qui servent justement dans le cas quantique pour étudier l'entropie d'intrication. Donc maintenant, on peut faire une relation avec la théorie générale des dynamiques lentes. Donc de manière générale, on essaye de les décrire avec des degrés de liberté rapides et lents. Donc on considère qu'on va aller rapidement vers un quasi-équilibre local, donc on appelle en général les états métastables. Et ensuite, il y a une dynamique lente qui est l'évolution de ces états métastables. Donc vous voyez qu'ici, on a une description très précise de toute cette phénoménologie. Les états métastables, c'est les vallées renormalisées à une certaine échelle. Et dans cette vallée, vous avez un quasi-équilibre de Boltzmann qui s'établit avant de pouvoir sortir du piège où vous êtes. Donc ici et ici, vous voyez, quand vous faites les calculs d'observables à un temps, vous faites des moyennes sur ces états métastables, et chaque vallée a le poids est pondéré avec sa longueur, c'est la taille du bassin d'attraction de cette vallée. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas où on rajoute une certaine force. Donc au lieu d'être au point critique de Sinaï, si vous voulez, on va être juste à côté. Donc là, il y a un paramètre important qui est écrit mu. Donc il s'appelle mu dans le cas des marches aléatoires en milieu aléatoire, mais qui est le 1 sur z qu'on a vu dans les modèles quantiques tout à l'heure. Donc là, il y a, ce que je vous ai dit, c'est qu'autour du cas de Sinaï, en fait, il y a toute une phase, ici est paramétrisée par mu entre 0 et 1, qui va être de diffusion anormale, où le déplacement ne va pas réussir à avoir une vitesse finie, mais il va être seulement en t puissance mu. Donc, qui a été aussi, donc ça a été très étudié par plein de mathématiciens et plein de physiciens. Donc il y a un modèle effectif qui a beaucoup servi à comprendre ces propriétés, qui est le modèle dirigé de piège. Et donc, en particulier dans ce modèle-là, donc là, on saute dans des pièges qui ont une loi qui décroît lentement, en 1 sur tau, 1 plus mu. Donc ça va créer automatiquement la diffusion anormale écrite ci-dessus. Et dans ce modèle-là, Albert Comte et Jean-Philippe Bouchot ont calculé exactement la localisation en fonction de mu, donc la probabilité que deux particules soient dans le même piège. Donc, bon, là, je vous ai mis l'expression exacte. Donc, l'important pour nous, c'est qu'à mu tend vers 0, on retrouve 1, qui serait le cas de Sinaï. Et en mu égale 1, c'est là où on atteint 0. Donc là, c'est fini. La localisation s'arrête en mu égale 1. Donc, par renormalisation de fort désordre, là, on peut établir une correspondance entre ce modèle de piège et le modèle de Sinaï biaisé. Et on peut faire un développement perturbatif en mu. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, dans le cas de Sinaï, on a vu qu'on était dans une seule vallée. Là, il va falloir prendre en compte plusieurs vallées. Donc, on peut faire un développement en mu. Et comme ça, on peut retrouver à la fois le résultat sur la localisation de Comte et Bouchot, et à la fois un résultat qui avait été calculé par Claude Aslangull, Marc Barthélémy, Noël Potier et St. James sur la largeur thermique du paquet. Parce que vous voyez qu'on a à la fois une localisation, mais à la fois une largeur du paquet thermique qui est fini. Donc là, par normalisation, on arrive à comprendre pourquoi on a à la fois les deux, d'accord ? Parce qu'on est localisé en fait dans un nombre fini de pièges, et on peut retrouver, voilà. Donc ça permet d'interpréter au niveau de chaque échantillon ce que voulaient dire en fait ces résultats qui avaient obtenus
par moyenne sur les échantillons. Donc pour terminer cette partie, je voudrais juste mentionner que ce qu'on a vu là pour le cas d'une marche aléatoire en milieu aléatoire, en fait on peut le généraliser à une équation maîtresse générale pour définir des règles de renormalisation. Donc une équation maîtresse générale, ça vous décrit comment évolue la probabilité d'être dans une configuration C à un certain instant T. Donc vous avez des taux de transition. Et donc ce qui se passe, c'est que le temps de sortie d'une configuration, dans ce cadre-là, c'est juste une loi exponentielle. Et ensuite, chaque fois que vous changez, vous avez des probabilités pour aller vers une autre configuration. Donc là, la renormalisation, ça consiste à dire qu'on va choisir la configuration qui a le plus grand taux de sortie et on va l'éliminer de manière consistante pour calculer des nouveaux taux de transition. Et donc ça permet d'utiliser la méthode pour d'autres modèles plus compliqués que la marche aléatoire qu'on vient de voir. Donc maintenant, je voudrais décrire des développements plus récents, donc qui concernent la localisation à n-core dont on a parlé au début de l'introduction. Alors, une idée importante, c'est la notion de LIOMS, donc en anglais qui veut dire Local Integrals of Motion. Donc l'idée, c'est qu'en fait, dans les modèles avec des ordres, il va y avoir un nombre extensif de constantes du mouvement qui vont apparaître et qui vont empêcher la relaxation vers l'équilibre thermique. Et qu'on va garder une certaine mémoire de l'état initial. Donc cette idée, comment dire, donc on va l'expliquer pour le cas des chaînes de spin. On considère qu'on a n spin. Donc là, l'hamiltonien, vous pouvez le diagonaliser avec une certaine transformation unitaire U. Et il est intéressant d'introduire en fait les pseudospins qui vont être l'image des tau I, qui vont être l'image des spins initiaux par cette transformation unitaire, donc qui conservent les relations de commutation. Et là, vous allez trouver que les opérateurs tau I, Z de ces pseudospins, ils commutent entre eux avec l'hamiltonien. Et vous allez pouvoir écrire l'hamiltonien sous cette forme d'un développement avec un terme constant, des termes en tau IZ, après avec deux pseudospins, etc. Donc jusque-là, on a fait une réécriture un peu formelle où en fait on reparamétrise les 2 puissance n états propres en fonction de n valeurs de pseudospins qui valent plus ou moins 1. Alors l'affirmation non triviale dans les phases localisées, c'est que ces pseudospins vont être localisés spatialement. Donc c'est là qu'ils se mettent à avoir le nom de LIOMS et que les couplages entre eux vont décroître exponentiellement avec la distance. Donc si jamais c'est la première fois que vous voyez tout ça, c'est peut-être utile de regarder le cas particulier des fermions libres. Donc quand vous avez des modèles qui en fait sont des fermions libres, le développement de l'hamiltonien il va s'arrêter au premier terme. Vous allez juste pouvoir l'écrire comme une combinaison linéaire des tau IZ. Donc là, l'idée, c'est que dans les modèles purs, où vous avez invariance par translation, les fermions libres ils vont être complètement délocalisés. Vous allez les calculer en Fourier. En revanche, dans les modèles désordonnés, ces fermions libres ils vont être localisés au sens de la localisation d'Anderson en dimension 1, parce qu'ils voient un potentiel désordonné. Donc l'idée en présence d'interaction, c'est que tout ça, ça peut rester malgré ce développement avec les interactions dans ces pseudospins. Donc il y a beaucoup d'approches qui proposent de construire ces LIOMS. Donc là, ici, ce qui va nous intéresser, c'est des procédures de fort désordre qui ont été proposées pour les construire. Alors, il y en a deux qui vont être équivalentes, mais qui donnent un point de vue légèrement différent. Donc, il y a d'abord une procédure qui s'appelle RSRGT, dont le but est de construire la dynamique effective, donc qui a été introduite par Vosk et Altman. Donc là, l'idée, c'est d'éliminer de manière itérative le degré de liberté qui oscille avec la plus grande fréquence propre. Donc on va expliquer un peu mieux tout à l'heure.
Et il y a une autre procédure donc, qui s'appelle la procédure RSRGX. Donc, elle, le but, c'est de construire l'ensemble des états propres. Donc là, c'est peut-être plus proche donc, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la renormalisation de Ma, Dasgupta ou de Fisher, c'est qu'au lieu de projeter systématiquement sur le fondamental, on va chaque fois garder les différentes branches d'énergie et continuer ainsi la renormalisation pour décrire tous les états propres au lieu de ne garder que le fondamental. Donc une façon de comprendre la renormalisation en temps, c'est de dire que là, dans votre système, vous allez chercher le système à deux niveaux qui aussi avait la plus grande fréquence propre. Donc là, ça va être commode de l'écrire avec les deux niveaux d'énergie, E1, E2 et les deux projecteurs. Et ensuite, donc il est utile pour donc ce degré de liberté, lui, il va osciller librement avec cette fréquence. Et maintenant, on veut étudier les conséquences sur le reste du système. Donc pour ça, on va passer dans la représentation en interaction. Et donc là, l'hamiltonien qu'on obtient, il va devenir un hamiltonien qui oscille avec cette très haute fréquence. Et donc là, on va pouvoir calculer l'hamiltonien effectif dans la théorie de Floquet, donc qui est écrite ici. Donc c'est un développement en 1 sur oméga. Donc le premier terme, c'est simplement la projection de l'hamiltonien qui reste sur les deux niveaux. Et le deuxième terme, qui est en 1 sur oméga, dont vous reconnaissez des termes de perturbation usuelle. Donc là, la signification physique, c'est que les deux projecteurs P1 et P2, ça va devenir justement le pseudospin qui émerge à cette échelle et qui va être conservé. Et donc, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que les degrés de liberté voisins, ils sont beaucoup trop lents pour arriver à échanger de l'énergie avec ce degré de liberté. Et donc, eux, ils vont avoir cet hamiltonien effectif pour la suite. Donc là, vous retrouvez encore une fois la dichotomie qu'on a vue plusieurs fois, c'est-à-dire que si vous êtes à un certain temps t, il y a soit des degrés de liberté, tous ceux qui auraient eu une fréquence plus grande, ils vont avoir été déjà projetés dans des constantes du mouvement. Et par contre, tous ceux qui ne sont pas encore décimés, eux, ils n'ont pas encore eu le temps de changer. Donc ça, c'est des règles de renormalisation qui ont un sens physique clair et qui ont été appliquées numériquement à des modèles de localisation N-core, en particulier par Vosk et Altman. Mais pour ma part, je pense qu'il serait important de faire un effort plus important pour calculer analytiquement toutes les conséquences, même dans des modèles plus simples comme la chaîne d'Ising en champ transverse, en particulier pour voir à quel point on peut expliquer les résultats numériques qui ont été obtenus, où on regarde, on se place au point critique de cette chaîne et on regarde un état initial qui est complètement aimanté ou un état initial qui est complètement aléatoire, et on va étudier la vraie dynamique en temps de l'aimantation. Donc là, je voudrais expliquer l'équivalence avec la procédure où on cherche à construire l'ensemble de tous les états propres. Donc l'hamiltonien effectif qu'on vient de voir de la théorie de Floquet, on peut le reprojeter sur les projecteurs, sur les niveaux. Et là, vous reconnaissez vraiment la théorie de perturbation usuelle au deuxième ordre. Donc ici, comme je vous l'ai dit, ici, on voit plus clairement que c'est une généralisation directe de la renormalisation de Fisher. Donc à chaque étape, là, on choisit le degré de liberté qui a le plus grand gap. Et ces deux niveaux, voilà, c'est ça le LIOM qui émerge à cette échelle. Et ensuite, on calcule, justement, par la théorie usuelle des perturbations pour chaque niveau, alors qu'avant, dans la théorie de Fisher, on choisissait systématiquement l'état le plus bas. Alors, donc dans les états excités qu'on construit ainsi,
justement, comme je vous l'ai dit au début, ils ne satisfont pas du tout l'hypothèse ETH de la phase ergodique. Par contre, ils ressemblent en fait aux états fondamentaux. Donc eux-mêmes, ils peuvent avoir différentes phases localisées, ils peuvent avoir des ordres. Donc ferromagnétique, c'est fini parce que, comment dire, on projette avec des signalets. Donc il va y avoir des ordres verts de spin, ou des ordres paramagnétiques. Donc il y a eu des travaux pour écrire une formulation générale de ces règles, parce que vous voyez que jusqu'à présent, bon, je vous ai écrit avec des projecteurs, mais bon, tout ça c'est encore un peu formel pour paramétriser complètement le flow et pouvoir le suivre. Donc on peut soit essayer de l'écrire dans le langage des matrices de Pauli, ou soit c'est plus simple en fait dans le langage des fermions de Majorana, parce que là chaque spin, vous le représentez par 2 fermions de Majorana, et donc comme ça votre chaîne de spin, de n-spin, au lieu d'avoir tous les opérateurs des matrices de Pauli, vous avez 2 n fermions de Majorana qui jouent des rôles symétriques, et donc vous avez des règles de renormalisation beaucoup plus unifiées, de meilleures propriétés pour les projecteurs. Alors, il y a eu beaucoup d'études numériques en fait, de cette renormalisation. Donc, on l'applique numériquement, mais vous voyez que c'est un effort beaucoup plus considérable que dans le cas de l'état fondamental. Parce que dans l'état fondamental, quand vous aviez une chaîne de n spin en n étapes, vous aviez fini. Donc là, les gens sont capables d'étudier de très très grande taille. Par contre, là, quand vous voulez suivre tous les états, comme il y en a 2 puissance n, bon, vous voyez que c'est exponentiel en n, et donc là, l'effort change complètement. Donc là, les gens ont développé des algorithmes Monte-Carlo pour essayer d'échantillonner les branches typiques de l'arbre. Donc sinon, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder aussi des variantes qui permettent de suivre plus facilement le flow et d'en tirer des conclusions, donc qui consistent à essayer de l'appliquer pour des renormalisations par bloc ou des renormalisations en étoile pour étudier ce qui se passe sur un arbre de Cayley. Voilà, donc en conclusion, on a vu que le point commun de toutes ces approches, indépendamment des contextes physiques, c'était qu'on cherchait à éliminer de manière itérative une variable aléatoire extrémale, et on écrivait une règle de renormalisation pour les voisins, donc qui, selon chaque contexte, a un sens physique clair. Donc, on a vu, par exemple, que dans le but initial qui était de construire l'état fondamental des chaînes de spin désordonnées, en fait, on cherchait à construire des amas de spin. Donc, dans Dasgupta, on cherchait à construire des appariements. Dans le cas de la chaîne d'Ising en champ transverse, on cherche à construire des amas de spin ferromagnétiques, et la transition va correspondre à une percolation en fait, de cet amas. Bon, enfin, bien sûr, ce n'est pas la percolation usuelle, mais on peut le voir comme une transition de percolation avec des règles appropriées. Donc, depuis, je vous ai dit, il y a eu beaucoup de champs d'application très variés. Donc, vous voyez que c'est une façon de penser qui a pu s'adapter, qui n'est pas liée à un cadre technique trop précis, et qui a pu s'adapter à de nombreux modèles quantiques, classiques, statiques, dynamiques. Donc ici, on a vu 2 exemples de dynamique. D'une part, pour les dynamiques stochastiques classiques, et en particulier le modèle de Sinai, on a vu que là, la renormalisation était basée sur le temps nécessaire pour franchir des barrières. Dans le cas des systèmes quantiques des ordonnées isolées, donc pour la localisation à n-core, on a vu que là, la renormalisation, on pouvait l'utiliser pour construire les constantes du mouvement local. Et donc, vous pouvez regarder d'autres exemples dans les revues. Donc, du point de vue des probabilités, on voit que ça permet d'identifier des points fixes de type extréma. Donc, on a décrit en détail la classe d'universalité des extrémas browniens de Daniel Fisher, donc qui décrit aussi bien la transition de la chaîne d'Ising en champ transverse que la diffusion de Sinai, et que beaucoup d'autres modèles qui en fait redonnent les mêmes règles de normalisation dans d'autres variables. Donc bien sûr, dans chaque modèle, les observables physiques naturels ne sont pas forcément les mêmes, donc chaque application a son intérêt pour
voilà, introduire de nouvelles variables auxiliaires ou calculer de nouvelles observables qui sont plus naturelles dans un contexte que dans un autre. Et on a vu un autre exemple qui était les solutions de renormalisation de longueur d'intervalle, que Bernard Derrida vous avait expliqué il y a 15 jours dans le cours, dans le cadre des modèles de croissance en désordre. Là, on a vu qu'en fait, ces renormalisations étaient maintenant réutilisées dans une optique complètement différente pour décrire la transition entre la phase localisée à N-core et la phase ergodique. Donc là, comme les développements sont très récents, il y aura certainement des épisodes suivants à suivre sur Archive. Voilà, je vous remercie de votre attention.